messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Exercice de protection civile au centre du Mans. Ce matin, une centaine de pompiers, policiers et gaziers ont été mobilisés autour d'une simulation de fuite de gaz. Le groupe Vinci faisait visiter le chantier du stade de football ce matin. Cette opération séduction s'inscrit aussi dans l'optique d'une modernisation des stades en France. Les syndicats sont confiants. La journée interprofessionnelle de jeudi devrait mobiliser autant de monde que le 29 janvier dernier. Et puis nous terminerons par le festival des lignes africaines, un festival qui fait la part belle à la danse et à la musique. Mon invitée Catherine Gouillet à propos de l'installation d'antennes relais pour les portables du côté des Fontenelles au Mans, une installation qui a provoqué une levée de boucliers de plusieurs riverains. Des ânes devant la cour d'appel d'Angers, l'image de nos collègues d'Angers 7 est insolite. On la doit à Jackie Davézé, un éleveur sartois qui avait été condamné l'été dernier par le tribunal du Mans. Nous vous avions raconté cette histoire dans notre édition d'hier. La justice reprochait à son troupeau d'être bruyant, de sentir un peu fort et surtout de gêner un couple de riverains qui avait décidé de porter l'affaire en justice. Jackie Davézé a fait appel. L'audience a eu lieu aujourd'hui à Angers et la juge a demandé une médiation entre les deux parties avant le 1er avril. Jackie Davézé est d'accord. En revanche, nous n'avons pu joindre les époux Feillon. Si la médiation échoue, le délibéré sera rendu le 12 mai. La circulation était bloquée ce matin du côté de la rue Paul Courboulet au Mans. Une centaine de policiers, de gaziers et de pompiers intervenaient sur la rupture d'une canalisation de gaz. Il s'agissait en fait d'un exercice de protection civile. Dans un exercice de protection civile, comme dans la réalité, il y a un poste de commande opérationnel et un PC sur site des pompiers où l'on fait le décompte des personnes évacuées. L'école primaire, c'est 2 adultes, 2 enseignants et 21 élèves, 25 personnes. Là, tu as la primaire, 121 élèves. 121. L'école Courboulet est donc vide d'occupants. Dans la rue adjacente, les pompiers établissent un mur d'eau autour de la conduite de gaz qui a été arrachée. La première mesure à faire lorsqu'il y a une fuite comme c'est simulé là, c'est de créer un écran d'eau de manière à diluer le gaz jusqu'à ce qu'on puisse couper le gaz en manœuvrant une vanne qui permet de couper le gaz sur le réseau. Et ensuite, il y a une dernière étape qui consiste à brûler le gaz résiduel qui reste dans la canalisation. Cette simulation a réuni pas moins de 100 professionnels, pompiers, gaziers, policiers. L'objectif étant de les faire travailler dans un milieu très urbanisé. Ici, c'est un milieu urbanisé avec des établissements recevant du public, une école, un hôtel, la médiathèque, des lieux qui sont fréquentés avec du monde dedans. Et lorsqu'il y a une fuite de gaz, il y a des périmètres de sécurité, des évacuations et des confinements réalisés. Nous avons donc la nécessité de nous adapter au milieu, à notre milieu de travail, un milieu urbain compliqué. Pour le moment, on réussit à le faire. L'exercice a duré environ 2 heures. À 11 heures, c'était la fin de la récré pour les écoliers de Courboulet. Et puis, les pompiers sont aussi intervenus aujourd'hui pour des cas réels, notamment sur l'incendie d'un appartement au Mans, avenue de Bussy, et sur celui d'une maison à Télocher, rue des Étourneaux. Le retour du beau temps a provoqué également plusieurs feux de surface à Roisey-sur-Sarthe et à Noyen. Un détenu s'est suicidé à la maison d'arrêt d'Angers ce lundi. L'homme âgé de 46 ans avait été condamné au Mans le 9 février dernier pour violence sur conjoint et sur mineur de 15 ans. Il avait écopé de 18 mois de prison, dont 8 avec sursis. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Angers. Les gradins sortent déjà de terre, la charpente doit être posée à partir du mois de juin. Le chantier du stade de football du Mans avance à grands pas. Aujourd'hui, le groupe Vinci, constructeur et concessionnaire du stade, proposait une visite du site à la presse. Pour Vinci, le MMA Arena est aussi une excellente carte de visite. La France, candidate à l'Euro 2016, doit en effet renouveler le parc de ses stades. Benoît Doisy. 10 ans après le Stade de France, première concession construite et gérée par Vinci, le MM Arena marque le coup d'envoi d'un programme de réalisation de nouveaux équipements sportifs en France. Un programme de réalisation qui coïncide avec la candidature de la France à l'organisation de l'Euro 2016. Il semblerait que Vinci lorgne sur l'événement. Le chantier du nouveau stade Monceau est une vitrine pour le groupe en termes de compétences concessionnaires constructeurs de stades. Vinci est déjà titulaire de la concession du Stade de France. Vinci est titulaire de la concession du MM Arena. Et bien entendu, Vinci a et aura un savoir-faire dans la construction et l'exploitation des stades. Alors, Vinci va-t-il construire ou rénover de nouveaux stades en vue de l'Euro 2016 ?
Selon toute vraisemblance, la réponse est oui, mais le groupe se refuse à confirmer. Aujourd'hui, je suis pleinement investi sur le dossier du MM Arena. Le MM Arena n'est pas retenu pour l'Euro 2016. On peut donc douter que Vinci s'arrêtera à ce stade. Réponse dans quelques mois. C'est à la fois un test pour le gouvernement et les syndicats. La journée de mobilisation interprofessionnelle du 19 mars va-t-elle réunir autant de monde que le 29 janvier dernier? Au Mans, le cortège de manifestants avait rassemblé entre 25 et 30 000 personnes. Du côté des syndicats de l'éducation nationale, de l'hôpital et du secteur public en général, on est confiant. Marine Wolf. Le mot d'ordre est lancé et à 2 jours de la mobilisation, les syndicats sont confiants. Tous espèrent bien sûr dépasser le nombre de manifestants du 29 février dernier. D'après les différentes fédérations de la Sarthe, le mouvement devrait prendre un peu partout dans le département. On sait qu'à Sablé, déjà, il y aura des mobilisations locales. C'est vrai que pour certains, venir au Mans, c'était pas facile. Et puis, ils voulaient marquer aussi sur leur territoire et leurs problématiques des manifestations. Donc, on sait qu'à Sablé, ils établiront des choses localement. À l'hôpital, l'heure est à la mise sous pli des derniers tracts. Après la faible participation au mouvement du personnel de santé de la semaine dernière, il faut remobiliser. Et là encore, les syndicats y croient. Le 5, on l'avait considéré que c'était une étape par rapport entre les deux actions interprofessionnelles. Alors c'est vrai que ça n'a peut-être pas été à la hauteur, le 5, mais en même temps, ils savent que pour les choses qui peuvent changer, c'est dans le cadre de l'interprofessionnalité, et ça, je crois que c'est important. Autre corps de métier qui est attendu dans les rues ce jeudi, l'éducation. Le mouvement commencé en juin dernier connaît des hauts et des bas, mais pour le SNU-IPP, ce sera encore qu'une étape d'une mobilisation qui devrait s'inscrire dans le temps. C'est pas une grève de temps en temps qui va permettre de faire reculer le ministre, et donc il va falloir y retourner malheureusement. J'ai bien l'impression, donc au niveau national, les différents syndicats se revoient dès le vendredi. Donc on verra par la suite, mais je pense que malheureusement, oui, on retournera, que la mobilisation ne dégonflera pas. La fonction publique devrait donc être au rendez-vous pour cette nouvelle manifestation interprofessionnelle. L'inconnu reste la participation du privé. Le 29 février dernier, le secteur avait enregistré une présence record au Mans. Catherine Gouillet, bonsoir. Vous êtes la responsable du laboratoire des mesures du CRIREM. Alors le CRIREM, c'est le Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, un organisme qui est basé au Mans et qui se pose, je cite votre site internet, comme un contre-pouvoir citoyen indépendant des intérêts commerciaux et industriels. Alors vous allez notamment intervenir sur le dossier d'une antenne relais qui a été installée sur le parking du Stade des Fontenelles au Mans, une antenne pour 2 opérateurs de téléphonie portable et qui a provoqué une levée de boucliers des riverains. Ces derniers se réuniront d'ailleurs ce soir, mardi à 20h30 à la salle de l'Oiselière, rue d'Isaac. Alors peut-être avant de parler de ce dossier, soyons plus général. Vous considérez que les rayonnements électromagnétiques et notamment les portables sont dangereux pour la santé ? Il y a un risque potentiel, un risque sanitaire potentiel, quand on utilise son portable très souvent, sans limiter sa durée de conversation. Il y a dans certaines situations, à proximité d'antennes puissantes, à toute proximité, une vingtaine de mètres d'antenne, il y a des risques qu'il ne faut absolument pas négliger. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre ce risque en compte lorsqu'on veut installer des antennes. Alors, est-ce que cette nocivité est prouvée? Parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'informations contradictoires sur ce sujet. Oui, il y a des informations contradictoires. Cependant, le rapport Bioinitiative qui est sorti en août 2007, qui est un travail de synthèse sur 1500 études faites sur l'ensemble du spectre électromagnétique et qui montre de nombreux effets dans différents domaines de la biologie du corps, ne peut pas être ignoré. Il n'a d'ailleurs pas été contesté par la communauté scientifique. Et n'oublions pas que ces conclusions demandent aux États de revoir les règlementations et de les adapter aux expositions de la population sur des faibles niveaux de champ sur de longues durées. Ceci dit, il y a eu plusieurs projets de loi qui ont discuté de cette réduction des émissions électromagnétiques et pour l'instant, ça n'a pas été concluant selon vous? Pour le moment, non. Il y a cependant une résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 qui déclare ces normes actuelles obsolètes. Alors comment vous allez intervenir sur l'antenne relais des Fontenelles? Comment le CRIREM va intervenir? Ce soir, on va d'abord faire une information
sur ce qu'est la téléphonie mobile, comment ça fonctionne, comment on la mesure, les niveaux de champ, les normes, les impacts sur la santé. Et puis ensuite, on répondra aux questions concernant le cas particulier des fontenelles. Alors les fontenelles qui sont quand même isolées, ils ne sont pas tout à fait dans un site urbanisé. Tout à fait, on est à environ 100 mètres de la première habitation. Donc je pense que là, la première chose à faire, ce seront des mesures. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer le rayonnement de ces antennes, vous allez prendre les mesures, ensuite on va arrêter ce rayonnement et vous allez livrer vos mesures. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que le portable s'est maintenant popularisé, c'est difficile de revenir en arrière. Je crois qu'il n'est pas question de se passer de la technologie du portable, c'est un petit outil extrêmement important pour la communication dans plein de domaines. Simplement, quand on installe une nouvelle technologie, eh bien, il faut prendre en compte le paramètre santé. C'est un paramètre essentiel et aujourd'hui, on est sur une technologie qui n'a pas, dès le départ, qui n'a pas du tout intégré ce paramètre dans son mode d'implantation. Donc, si on veut tenir compte du paramètre santé, on pourra peut-être améliorer... installer des antennes relais moins fortes. Plus d'antennes, moins puissantes. Mais alors, installer plus d'antennes, ça veut dire un coût supérieur pour les opérateurs. Sans doute un coût supérieur pour les... ça va être compliqué pour eux. Sans doute, mais je crois qu'on a démontré que les nombreux bénéfices et les gros bénéfices faits par les opérateurs, je crois qu'ils peuvent largement investir pour protéger la santé publique. Catherine Gouillet, merci beaucoup. On termine avec la 5e édition des Lignes africaines. Ce festival est consacré à la création artistique en lien avec le continent africain. Concerts, ateliers, danses sont au programme durant une quinzaine de jours. Le début de ces lignes avec Benoît Doisy. Rythme guinéen, les saulnières ont vibré au son de l'Afrique. Invités des Lignes africaines, les Espoirs de Coronti ont lancé la 5e édition du festival. Pour rendre visibles les expressions artistiques du continent africain, Lignes africaines tracent des lignes entre les gens et les espaces. Ça prend plein de formes différentes, ça va du spectacle, de la présentation de chantiers de travail, de la création momentanée, le principe étant que j'invite des artistes d'un peu partout, du local à l'international, à se rencontrer. Ils ont accepté mon invitation pour se mêler, se mélanger, se rencontrer et faire le pari un peu fou en étant différents, d'essayer de se rencontrer, quoi. Bouleverser les habitudes, démocratiser la culture, les valeurs de Lignes africaines ont fait leur chemin et sont désormais reconnues en plus haut lieu. Circulation des artistes, au dialogue des cultures, à la promotion et à la défense de la diversité des expressions culturelles. Ce sont là des termes qui nous sont chers, nous, organisation de la francophonie. Mais les Lignes africaines, ce ne sont pas que des mots, mais bien du concret. Des ateliers permettent aux professionnels et amateurs de se rencontrer. Et là encore, ce sont les Espoirs de Coronti qui ont ouvert le bal. C'est pas juste un concert, c'est une rencontre, un échange, un partage, et dans les deux sens. Ils sont vraiment là aussi, eux, pour découvrir des choses, parce que c'est vrai que c'était un pays très 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 fermé, avec une culture où ils ne voyaient que ce qui se passait dans leur pays, l'information n'existait pas vraiment. Du coup, ils sont curieux aussi de voir un peu comment est le monde réellement. C'est plus de l'échange que juste une prestation musicale, quoi. Véritable pont culturel entre l'Afrique et le reste du monde, Lignes africaines vous emmènent de découverte en découverte jusqu'au 29 mars. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Demain, vous retrouverez Michael Texier pour une nouvelle édition de l'info dès 18h30. Nous vous proposerons notamment les premières images du musée des 24 heures, l'ancien musée de l'auto, et un résumé de la rencontre de Coupe de France de basket entre Le Mans et Rouen. Une rencontre qui a lieu ce soir à 20h à Antares. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson, qu'on espère aussi rayonnante que les derniers jours. Passez une excellente soirée sur LMTV Start. Au revoir.